La chloroquine va tous nous sauver. Ah ouais? Alors pourquoi est-ce que tout le monde parle de cette chloroquine? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une molécule chimique qui ressemble à ça et qui est très proche d'une autre molécule qui s'appelle hydroxychloroquine. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle? Tout simplement parce que en 2003, cette molécule a été redécouverte comme ayant des propriétés potentiellement antivirales, in vitro, c'est-à-dire dans des tubes, dans des boîtes de culture avec des cellules, etc. C'est une molécule qui a montré parmi d'autres des effets intéressants, in vitro. Et c'est donc pour ça qu'on en reparle aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on reparle de surtout la chloroquine et pas des autres? Eh bien parce que c'est une molécule qui est déjà connue depuis genre 70 années. Elle est utilisée dans le traitement contre le malaria, la malaria, et d'autres maladies auto-immunes et arthritiques, tout ça. Et donc, elle n'est pas très chère, et donc facilement accessible, connue, etc. Donc c'est quelque chose qu'on potentiellement pourrait utiliser. Alors il y a eu beaucoup d'excitation autour de cette molécule. La chloroquine a été mise sur la liste 2 des substances vénéneuses en janvier de cette année, 2020. Mais sa molécule sœur, l'hydroxychloroquine, est sur cette liste depuis 1999. Alors cette liste, tout simplement, désigne les molécules, les médicaments qui ont besoin d'une prescription. Maintenant, pourquoi est-ce que récemment la chloroquine se retrouve sur cette liste? Alors c'est une demande de 2018 de Sanofi qui exploite et utilise et produit cette molécule. Parce qu'il y a des doutes, tout comme l'hydroxychloroquine, sur la sécurité de cette molécule, la toxicité. Notamment, il est fortement pensé qu'elle peut avoir des propriétés génotoxiques, c'est-à-dire qu'elle s'attaque à l'ADN ou empêche la réparation de l'ADN, ce qui peut poser tout type de problèmes comme les cancers, etc. Alors oui, tout dépend de la dose, etc. Bref, c'est pour ça que cette molécule a été réévaluée par les autorités sanitaires en France. Et la décision de la mettre sur cette liste date de novembre, le 12, quelque chose comme ça, 2019. Le papier final a été signé en janvier, mi-janvier 2020. Il n'y a pas de conspiration, ok, c'est des vieux trucs, voilà. En Allemagne, par exemple, cette molécule, les deux, l'hydroxychloroquine et la chloroquine, sont sur l'équivalent de cette liste depuis super longtemps, voilà, basta. Alors, il y a une autre part d'excitation, et qui finalement est la vraie raison de l'excitation par rapport à janvier, c'est que le professeur Raoult de Marseille a testé cette molécule sur des patients et a eu des résultats probants. Alors, on va jeter un coup d'œil à cette étude, ok, elle est ici. Ce n'est pas un moyen de communication avec le public, c'est un moyen de communication entre scientifiques. Alors, voilà à quoi ressemblent les données brutes de cette étude. Ok, tout est là. Donc, on va vite fait faire le tour. On a le nombre de patients, leur âge, leur sexe, leur statut niveau médical, s'ils sont symptomatiques, si l'infection est haute ou basse dans le système respiratoire. À quel moment ils ont eu leurs premiers symptômes par rapport au traitement? Est-ce qu'ils ont été traités ou non à l'hydroxychloroquine? Quelle est leur concentration à la fin dans le sang de l'hydroxychloroquine? Est-ce qu'ils ont eu l'antibiotique, l'azithromycine? Et puis finalement, au fur et à mesure des journées, donc day en anglais, 0, le début, 1, 2, 3 jusqu'à 6, avec le titre, enfin le taux de virus, si vous voulez, dans le prélèvement qu'ils ont fait. Alors dans ce tableau, il y a pas mal d'informations qui, dans l'immédiat, ne nous intéressent pas. Okay. Par exemple, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, attention, l'hydroxychloroquine, celle qui est sur la liste depuis 1999, a été testée en combinaison avec un antibiotique puissant à large spectre qui sert à flinguer les bactéries qui se retrouvent dans les poumons des patients affaiblis. Parce qu'en fait, le problème, c'est la surinfection par des bactéries qui vont vous massacrer le poumon, en gros. D'accord? Donc si on traite les bactéries, c'est déjà pas mal. Okay? Donc on va exclure
ce traitement, parce qu'il peut exister de toute façon. On va s'intéresser uniquement à l'effet de l'hydroxychloroquine. Alors je risque de l'appeler chloroquine par la suite, mais bon, c'est l'hydroxychloroquine dans cette étude. Alors, ce que je n'ai pas dit pour l'instant, c'est que en haut, nous avons ce qu'on appelle le groupe contrôle, le groupe non traité. Vous voyez ici NO pour hydroxychloroquine. Et le groupe traité, le vrai groupe test, qui a été traité, et c'est une douzaine de patients. Alors, j'ai commencé mon analyse. Alors, dans le groupe traité, comme dans le groupe non traité, il y a des patients qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun symptôme, ils se sentent bien, ils ont juste une détection de la charge virale. Alors, je suspecte que ces personnes-là sont du personnel hospitalier qui ont été testés de façon en routine, quoi, pour savoir ce qui se passe. Pas de souci par rapport à ça, d'accord? Mais si ces personnes n'ont pas de symptômes, on n'a pas besoin vraiment de les traiter. Et on ne sait pas, et d'ailleurs c'est indiqué par les petits traits là, on ne sait pas à quel stade ils se trouvent de la maladie, d'accord? Ils peuvent donc très bien être vers la fin. La plupart des gens peuvent très bien combattre ce virus, heureusement, d'accord? Et donc, on n'a pas besoin vraiment d'analyser ces patients-là, ok? Donc on réduit les chiffres. Alors autre chose qui est très important à ce niveau-là, c'est que dans le groupe traité, 6 patients ont été exclus. 3 patients ont vu leur état s'aggraver, ils sont passés aux soins intensifs. Un patient est mort, et 2 patients sont partis, on ne sait pas trop pourquoi, enfin il y en a un qui avait des nausées, alors qu'il était encore positif, l'autre patient il était négatif et il s'est barré, on ne sait pas trop pourquoi. Bref, il y en a 4 dont l'état s'est aggravé. Dans le groupe contrôle, le groupe non traité, aucun souci, en tout cas jusqu'au jour 6, là où s'arrête l'étude pour l'instant. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont exclu les cas qui ne les arrangeaient pas? Je ne sais pas, à mon avis, parce qu'ils ne les arrangeaient pas. Ces patients ont été traités dans d'autres centres hospitaliers. Alors le groupe traité est à Marseille, et les autres groupes étaient, je ne sais plus, à Lyon et d'autres 3-4 villes en France. Ça pose un peu quelques problèmes, parce que ils ont été testés de manière différente. Vous voyez dans le groupe traité qu'il y a des numéros un peu de partout. Donc ça, c'est un titre viral, c'est une quantification avec des unités spécifiques. On s'en fout pour l'instant. Alors que dans le groupe non traité, on a essentiellement que positif et négatif. Alors j'ai mis tous les positifs en rouge. Donc ça veut dire présence du virus, peu importe à quel taux. Et ND, ça veut dire qu'ils n'ont tout simplement pas fait le test. Donc ils ont testé tous les 2 jours. Donc ça pose un peu problème pour comparer les résultats. Ensuite, alors allons décortiquer un peu plus loin. En rouge, les patients qui sont positifs et surtout ceux qui sont restés positifs. D'accord? Vous voyez 30, 29, 32, 31, etc. Donc, il y a dans ce lot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 patients restants. Il y en a 6 qui ont eu un taux de virus similaire, identique, une légère baisse, ou dans certains cas, même une augmentation, comme ici, ici, et ici, d'accord? Vous voyez ici, dans ce graphe, par exemple la ligne verte, il y a un patient qui passait de 15 à 30, alors qu'il était en train d'être traité. Alors bon, sur les 12 patients, il y en a 6 qui n'ont pas d'amélioration. Ensuite, dans ce qui reste, il y en a plusieurs où le taux de virus baisse, d'accord? Donc ça, c'est représenté ici. À savoir, les cas asymptomatiques, ils ont eu une première mesure au premier jour, et puis plus rien du tout. Donc je ne pense pas que ce soit lié au traitement, c'est d'ailleurs plus ou moins le même cas, au moins avec un des patients dans le groupe contrôle. Donc vous voyez effectivement qu'après 2 jours après le début du traitement, le premier patient n'a plus de charge virale détectable. Un jour après, il y a 2 autres patients, celui-là et celui-là, qui n'ont plus de virus, sauf que ce patient, de nouveau, il retrouve du virus le jour d'après, et puis il rebaisse de nouveau, et puis on ne sait pas trop ce qui se passe ici. Et puis encore au 4e jour, 3 autres patients qui perdent les virus en gros. On a 50% des patients qui ont une réduction de leur charge virale, très bien, et on a 50% où il se passe soit rien du tout, soit on a plus de virus. Et ça, c'est sans prendre compte
des 4 patients où l'état clairement s'est empiré, et puis on va mettre de côté vraiment les 2 autres qui ont arrêté plus tôt, parce que bon, ça c'est classique d'enlever ce genre de choses. Par contre, les 4 traités, dont un qui est mort et les 3 qui sont en soins intensifs, il ne faudrait pas les ignorer. Donc si on inclut les 4 qui ont eu plus de problèmes, on a 10 patients dont l'état ne s'est pas amélioré, voire qui était pire, et 7 patients où ça s'est amélioré. Alors aussi, ce qui est important ici, c'est que dans le groupe contrôle, aucun des patients est passé en soins intensifs. Aucun est mort, en tout cas pas jusqu'au jour 6. C'est des situations un peu exceptionnelles, sauf qu'on ne peut pas exclure 4 personnes et les ignorer et dire « Ah, c'est bon, le traitement il marche ». Non. Non, surtout si on compare au contrôle où il n'y en avait aucun. En tout cas, l'étude est prévue pour 2 semaines. Là, elle s'est arrêtée après 1 semaine, 6 jours. Donc il sera intéressant de voir ce qui se passe à la fin. Est-ce que les patients ont survécu, comment leur taux de virus a changé, etc. Alors aussi, si vous regardez ici, un patient qui est malade, enfin qui a des symptômes depuis 10 jours, c'est un des premiers à, on va dire, guérir, qui n'a plus de virus. Et au contraire, vous avez un patient ici qui est traité 1 jour après le début de ses symptômes, qui est toujours malade à la fin. Pareil ici, pareil ici, pareil ici. Et ceux qui sont malades depuis un peu plus longtemps, 8 jours, ils commencent à guérir. 5 jours, pareil. 3 jours, bon, celui-là, il est assez rapide, il a de la chance, donc c'est très bien. Et celui-là, il est un peu lent, donc il n'a pas trop de chance. C'est un peu similaire hein, dans le groupe non traité, pour être transparent. C'est quelque chose qui doit être pris en compte, absolument, statistiquement, et donc ça n'a pas été fait. Les patients ont été traités dans des centres hospitaliers complètement différents. On ne sait pas du tout s'ils ont été traités dans l'hôpital de la même manière, etc. Ce qu'ils auraient pu faire, c'est traiter la moitié des gens à Marseille avec la chloroquine, et l'autre moitié, ne pas la traiter. Et puis faire pareil dans les autres centres, au lieu de complètement séparer. À savoir, les gens qui ont été traités ici sont des gens qui ne sont pas forcément parmi les plus malades. Okay, ce sont des gens, comme on l'a vu, qui ne sont pas en soins intensifs. Donc il y en a qui disent, bon, on va donner ça aux plus malades, ça n'a pas été testé. Et peut-être que ça risque de les flinguer. Ça n'a pas été testé du tout dans ces situations-là. Normalement, on donne ça à des personnes en bonne santé. Si on donne ce médicament à des personnes en mauvaise santé, hein, clairement, ça peut peut-être les achever, d'accord? Donc, il faut faire gaffe. Et il nous faut juste 1 semaine ou 2 de plus pour vraiment aller savoir ce qu'on fait. C'est important, on ne peut pas faire n'importe quoi. Pour l'instant, les preuves qu'on a sont tout aussi tangibles que de dire on va se mettre une olive dans l'oreille, ou ailleurs, à vous de voir, et ça va nous sauver. Donc attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Okay, je ne dis pas que la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, c'est le mauvais traitement. C'est peut-être le bon traitement. Sauf qu'il ne faudrait pas baser des décisions politiques, d'accord, traiter tout le monde au niveau national, international, etc., par cette molécule à cause de cette étude-là, d'accord. Il faut plus d'études. Et d'ailleurs, c'est en cours dans d'autres pays. Et en France, d'autres études à plus grande échelle sont faites avec cette molécule, probablement avec d'autres molécules. C'est donc important de ne pas faire n'importe quoi. Ok, à ce stade, alors oui, il y a plein de malades, mais théoriquement, il suffit d'1 semaine de plus d'études sérieuses, d'accord? Donc lui, il aurait pu faire une étude plus sérieuse, et c'est en cours. Okay, il a promis une étude de 2 semaines, là il s'est arrêté à 6 jours. Donc d'ici 1 semaine ou quelques jours, on devrait avoir le reste de l'étude. Et peut-être qu'on pourra prendre des décisions à ce moment-là. Alors pour finir, vous allez me demander, mais il est qui lui pour nous raconter tout ça? Alors, je m'appelle Yannick, j'ai un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire. J'ai fait ma thèse à Strasbourg, en France, et actuellement je travaille dans le plus grand institut, la plus grande organisation mondiale caritative de recherche contre le cancer. Alors j'ai l'habitude d'essais cliniques, à quoi ça ressemble, à quoi ça devrait ressembler, et on est tous conscients que, vu la situation, on ne peut pas traîner pendant 1 an à tester des trucs
sur 3 milliards de patients, etc. Il faut faire un peu plus vite. Sauf que, il faut pas bâcler non plus. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je risque de faire ce genre de vidéo, alors pas forcément sur ce thème, mais sur d'autres trucs scientifiques dans le futur. Donc restez dans le coin, et puis on se verra peut-être bientôt. Ciao hein. Mais oui, je sais que c'est un vieux et que moi je suis un petit jeune, d'accord? Mais si c'était l'inverse, les gens diraient « Ah ouais, mais bon, les vieux, ils sont bloqués dans leur truc, il faut un peu écouter les jeunes qui ont un regard plus frais, plus neutre. » Hein, voilà, bon, c'est ce que je fais.